De fortes tempêtes hivernales ont frappé la côte californienne, causant inondations, glissements de terrain et menaçant les populations. Récemment, de violentes tempêtes ont causé de graves inondations en Californie. Ailleurs en Californie, comme dans la Sierra Nevada, d'autres catastrophes ont eu lieu, comme des avalanches géantes, et plus de 10 personnes ont disparu. Ce qui semblait être une simple tempête hivernale était en fait bien plus dangereux, un système déjà sous pression commençant à céder. Pensez à un effet domino. Une pièce faiblit, les autres suivent, et ce n'est pas seulement le littoral qui commence à s'effondrer. Les enjeux sont plus importants. On parle de vies humaines. Il est vrai que le littoral californien change rapidement, mais il n'y a pas qu'un seul facteur responsable. C'est plutôt une combinaison malheureuse de forces. Pendant des décennies, cette côte paradisiaque a été considérée comme immuable. Les promoteurs ont construit au bord du gouffre. Les autoroutes longèrent les falaises et les digues promettaient une protection. Mais la côte devenait plus fragile, ne se remettant jamais d'un choc climatique avant que le suivant n'arrive. Les tempêtes hivernales portent le premier coup. Des rivières atmosphériques s'abattent sur le rivage et une forte houle arrache le sable des plages. Les falaises qui tenaient depuis des décennies se fissurent soudainement. Les versants commencent à glisser et quand ils cèdent, ils ne font pas que s'effondrer. Ils emportent avec eux routes, voies ferrées et maisons de plusieurs millions de dollars. On pourrait penser que les tempêtes en soi ne sont pas nouvelles. Les gens devraient y être préparés, et c'est vrai. Les tempêtes ne sont pas nouvelles. Ce qui a changé, c'est la vulnérabilité. L'eau a désormais bien plus d'occasions de déchirer le littoral. Un autre facteur est les grandes marées, les plus hautes marées naturelles de l'année. Elles sont un avant-goût pour la Californie de la future montée du niveau de la mer. À elles seules, les grandes marées sont spectaculaires mais familières. Mais lorsqu'elles s'ajoutent aux ondes de tempête, l'océan ne se contente pas d'atteindre le rivage, il s'enfonce dans les terres. L'eau se déverse dans les parkings, les quartiers et les rues côtières qui n'ont jamais été conçues pour être inondées. Et l'océan n'est pas la seule chose qui bouge. Dans certaines parties de la côte californienne, la terre elle-même s'enfonce lentement, un processus appelé subsidence. La science est simple mais brutale. Quand le sol s'abaisse, le niveau relatif de la mer monte plus vite. Maintenant, imaginez ce trio de forces, tempêtes, marées extrêmes et affaissement des terres. La région est compressée de toutes parts. Des décennies de développement côtier intensif ont ajouté un poids que la terre n'était pas censée supporter. Des infrastructures bâties dans les années 70 sont désormais à quelques centimètres, parfois des mètres, plus près de l'eau que prévu. Les propriétaires luttent pour protéger leurs biens qui perdent du terrain, tandis que les assureurs délaissent discrètement les codes postaux les plus risqués. Chaque tempête ne cause pas seulement des dégâts, elle accélère le compte à rebours pour tous ceux qui y vivent. Quand les inondations ferment routes et plages, le tourisme stagne, les travailleurs perdent des heures et les commerces locaux en pâtissent. Et les enjeux sont colossaux. Le tourisme côtier représente environ 39% des 17,6 milliards de dollars de l'économie maritime californienne. L'économie côtière globale soutient environ 662 milliards de dollars de salaires et 1,7 billion de dollars de PIB. Chaque falaise qui s'effondre et chaque route inondée a désormais un coût qui dépasse largement le littoral. La côte californienne n'est pas remodelée par une seule catastrophe majeure. Elle subit des pressions de toutes parts. La frontière entre terre et mer n'a jamais été fixe, mais aujourd'hui, elle se déplace. Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5. Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu, située sur le pourtour de l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas, susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée, ce qui lui a valu le surnom de Big One. La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend. Mauvaise nouvelle. Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030. La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70% et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter.
Il aura bien pour origine la faille de San Andreas, mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment. Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans. Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe. Si étions capables de voyager dans le temps, nous serions en mesure de voir de nos yeux les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le fort Tejon. Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme. Ils s'effondrent inévitablement. Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer. Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux. Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz. Votre maison sur la colline est peut-être charmante, mais elle est dangereusement exposée. Lors d'un tremblement de terre, une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage. Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites. Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de courses. Cette catastrophe ne sera pas bon marché. Les États-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre. Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami. Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One. La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie et se termine à Vancouver, au Canada. La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone. Elle pourrait anéantir la totalité du littoral. Une vision terrifiante. La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca. Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés, et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses, notamment en raison des catastrophes sous-marines. Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre? Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes. À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu. La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie. Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent. La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700. Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ces secousses seront bien plus violentes. Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront probablement détruits. Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices. La nature ne sera pas épargnée non plus. Les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos maisons seront méconnaissables. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs. Ils développent des systèmes d'alerte modernes, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance aux tremblements de terre. Les plaques Juan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le resteront pas éternellement. Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants. Mais même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le sol trembler pendant un certain temps. Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone de Cascadia est beaucoup plus dangereuse. En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près de la faille de San Andreas. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés. À l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister aux tremblements de terre, et nombre d'entre eux ont été endommagés. La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9. Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kilogrammes de dynamite. Mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kilogrammes de cette même dynamite. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili. Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit. Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés. Peu après, un tsunami massif frappera la côte, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones. Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues importantes. Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera l'environnement pendant pas mal de temps. Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à une forêt fantôme.
Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One. Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans. De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années, ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans. Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement. Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte qu'en 1970. Cette zone est très effrayante. C'est l'une des plus dangereuses de la planète. Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et la preuve se trouvait sous leurs pieds. Dans l'État de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années. Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel. Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation. Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite. Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire. Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur 3 que le prochain se produise en 2050. Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement. Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type. Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le véritable danger. Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y. N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau. Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous. Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite. Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé. Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses 4 amis se sont rendus à Hawaï pour observer un tsunami qui devait se produire vers minuit. Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours. Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté. Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 mètre au-dessus de son niveau moyen. La deuxième vague a frappé une demi-heure après minuit, et l'eau est encore montée de 2,75 mètres à 1 heure du matin. L'eau est ensuite redescendue d'environ 2 mètres. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Ils ont ensuite vu une vague d'un peu plus de 6 mètres de haut. Cela nous prouve que les tsunamis sont imprévisibles et que nous devons absolument écouter les experts pour rester en sécurité.